Salut, je m'appelle Fabien Licard. Dans ce format, nous abordons un point en particulier sur notre cerveau. Dans les épisodes précédents, vous nous avez proposé d'aborder notre côté sens contre-intuitif. C'est le sujet du jour. Bienvenue dans Matière Grise. Dans cet épisode, nous allons vivre 5 expériences. Expérience 1, à l'équilibre. Expérience 2, les magiciens ont tout compris. Expérience 3, les pires statistiques. Expérience 4, c'est à vous. Expérience 5, les bulles diaboliques. Le tout avec la présence très appréciée de Pierre Cross. Nous l'avons vu dans les épisodes précédents, notre cerveau contient beaucoup de données sur le monde et essaie en permanence d'anticiper ce qui pourrait nous arriver. Il le fait pour les situations que nous vivons, mais également pour le monde physique qui nous entoure et ses règles universelles. Pourtant, sur quelque chose de si simple que la gravité, il peut faire preuve d'une logique ou d'un raisonnement contre-intuitif. Vous allez voir, c'est très perturbant. Pierre, pour la première expérience, on va faire une expérience sur la gravité. Très bien, ça me va. C'est pas la gravité de c'est pas fun. De la situation, d'accord. Voilà ce qui tombe. Et ça a un nom, ça d'ailleurs, les expériences qu'on va faire, ça s'appelle la tenségrité. Là, La tenségrité. c'est québécois? Alors c'est pas québécois, mais j'ai demandé à Luc Langevin, comme il est spécialiste de ça et qu'il est québécois, Ok. de nous mettre au défi de faire un truc de tenségrité pour qu'on voit un peu ce que c'est. Allons-y. Salutations à vous deux, Pierre et Fabien. J'ai une petite démonstration à vous montrer. Démonstration qui implique une ceinture, une simple ceinture comme ça, et une cuillère. Une cuillère qui a été déformée de cette façon avec le globe retourné à 180 degrés et une légère courbure d'environ 30 degrés dans le manche, ici comme ça. Vous serez probablement d'accord pour dire que si je tiens la cuillère entre mon pouce et mon index ici, si je lève mon index, eh bien la cuillère va basculer et tomber au sol. Démonstration, ça s'appelle la gravité. C'est facile, non? Ah Je oui. peux le refaire à tout moment. Il y a peut-être une suite. Et intuitivement, vous serez probablement d'accord pour dire que si on ajoute du poids sur le bout de la cuillère, comme si par exemple on ajoute la ceinture comme ça, eh bien ça ne devrait pas changer la démonstration. Et c'est là qu'on fait erreur, puisque lorsqu'on ajoute la ceinture, non seulement on peut lever l'index, vous remarquez que la cuillère est en équilibre sur le bout de mon doigt. Et en fait, c'est parfaitement stable comme structure. Pierre, Fabien, je vous mets au défi de reproduire cette expérience et de faire vos premiers pas dans ce qu'on appelle la tenségrité. C'est ce que j'ai dit? Intégrité en fait. La tenségrité. Ah oui, d'accord. Des ceintures, on en a, grosse production. Super. Des cuillères, en veux-tu, en voilà. Là, c'est chacun pour soi? Bah, je sais pas, non, on n'est pas obligé d'être dans le défi. Et par contre, regarde, ça, c'est des cuillères spéciales. C'est-à-dire que si tu frottes comme ça, elle va se tordre toute seule. C'est incroyable ou pas? Non, mais il faut qu'on y arrive. En fait, c'est pas un battle, c'est de la coop. Il faut qu'un de nous deux y arrive. C'est pas du tout la même forme, non? La queue est toute bédou. C'est pas un carré qu'il faut faire, c'est pas un Attends. rectangle. Ok. Évidemment, après, on donnera les cuillères à Cuillères sans frontières. Qui récolte toutes les cuillères de... Toutes les cuillères D'expérience. tordues de... Attends, mais je pense que c'est un peu pareil, non? pas trop Faut comme ça, mais oui, c'est Non, pareil. c'est plus ça quand même. Non, mais c'est pareil, de toute façon, c'est une histoire d'équilibre, regarde. Tu fais ça, Ouais. Ça, pour l'instant, il avait fait pareil. Quand il y avait pareil, que la cuillère, et regarde ça tombait. maintenant. Centre de gravité. Pourquoi? C'est parce que la cuillère va rajouter du centre de gravité vers l'intérieur Centre de du bras. gravité. Mais tu utilises un vocabulaire qui t'est étranger. Mais c'est pas mal en vrai. Ça y est, c'est fait en fait. Ah, voilà, là on est plus loin. Ouais. Et je pense que toi, c'est parce que tu as fait ton pli là, un peu plus loin. C'est Ah, pas je si- sais. Faut que tu essaies de mettre ta cuillère dans ma boucle. Tu vois? C'est une image. D'abord ta cuillère, après la ceinture dans la cuillère. Ah, Bah là. Ça tient nickel. c'est bien, hein? Je pense que l'expérience 1 est validée. Validé. Merci Luc. Merci Luc. Ok, lui en vrai, là il nous a fait un truc. Quand je lui ai demandé de nous apprendre à faire ça, c'est parce que je l'avais vu dans une émission où il apprenait ça pour les enfants. Je me suis dit, D'accord, niveau on CP est, quoi. on est pas mal nous Ok. là-dessus. Mais je l'ai vu faire des espèces de happenings hyper impressionnants de ce côté-là. Et il fait plein de figures comme ça, et c'est juste Et impressionnant. en plus, on dirait une œuvre d'art ce qu'il a fait. Bravo à lui. Voilà Pierre, tu as découvert la tenségrité. Merci pour la tenségrité. La tenségrité.
que nous venons de voir avec Luc, ça s'appelle la tenségrité. C'est l'étude des forces physiques qui permet de faire tenir de manière complètement contre-intuitive des ponts ou simplement quelques Legos. Mais comment est-ce que ça fonctionne vraiment? La raison pour ça, c'est parce qu'on est habitué de voir des structures avec leur centre de gravité des différents éléments alignés. Comme si on veut empiler un téléphone portable et une bouteille d'eau, la façon intuitive de le faire, c'est d'aligner les deux objets. Donc le centre de gravité du téléphone aligné avec le centre de gravité de la bouteille. Mais si on veut faire une structure un peu plus intéressante avec ça, ce qu'on peut faire, c'est par exemple essayer de mettre le téléphone désaligné par rapport au centre de la bouteille, comme ça. Et évidemment, une structure comme ça, c'est pas stable. Si j'enlève ma main, le téléphone va tomber. Mais si on avait construit le téléphone de façon à ce qu'il y ait un poids très lourd à la base du téléphone, juste ici, à ce moment-là, la structure serait stable et ferait usage de ce qu'on appelle la tenségrité. Bon, il y a d'autres façons aussi que la répartition des poids pour obtenir ça. On peut jouer avec le design des objets aussi. Un objet comme un verre est un objet qu'on est habitué de voir debout, mais en changeant sa forme, son design, en l'ajustant, on peut faire tenir cet objet-là dans une position qui est plus contre-intuitive. On peut réaliser la tenségrité avec des éléments vraiment de différentes formes, mais c'est toujours plus impressionnant de le faire avec des objets usuels parce qu'on a l'impression de connaître ces objets-là. Et lorsqu'on réussit, eh bien, ça s'apparente pratiquement à de la magie. Un grand merci à Luc Langevin pour son intervention. Je vous invite à le suivre sur tous ses réseaux sociaux où il fait souvent des démonstrations un peu folles de tenségrité. Je vous recommande également de vivre l'expérience de son nouveau projet, un spectacle digital à distance complètement novateur. Vous avez les infos en lien dans la description. En parlant de magicien, je vais vous faire voir un tour de magie et je vais vous expliquer pourquoi il fonctionne contre votre intuition. Salut jeune entrepreneur du cerveau. Toi aussi tu veux réfléchir mieux et plus vite et divertir ton esprit en apprenant tout en rigolant. Et ben c'est possible. Et c'est maintenant et c'est avec Fabien Olicard. Avec son spectacle d'humour et de mentalisme dans toute la France en tournée, mais même aussi en Belgique et en Suisse et surtout au Zénith de Paris le 20 novembre, tu vas avoir les neurones, ils vont pétiller comme des pop-corn parce que tu vas beaucoup rigoler et surtout, tu vas avoir du mentalisme. Et ça, c'est bluffant. Et même toi, peut-être, tu vas te bluffer. Utilise Fabien Olicard, c'est du mentalisme à l'état pur et c'est en spectacle en tournée dans toute la France, mais surtout au Zénith de Paris le 20 novembre. Ça va être incroyable pour toi. Parce que toutes les informations sont dans la description. But I wasn't talking the mouse. Oui, mais si je traduis, je suis obligé d'attendre que tu parles pour traduire, sinon on va voir que je traduis de la merde. In the description. Dans la description. Voilà, traduis bien là. Oui, mais là je l'ai fait en français, ça peut. Enfin, c'est bien. Ouais, non, mais c'est bien. Tout à l'heure, nous allons faire des expériences de physique dont le résultat va nous surprendre, c'est-à-dire vous surprendre et me surprendre moi aussi. Pourquoi? Parce que notre cerveau contient des schémas qu'il croit comme étant vrais. L'intuition, c'est la somme de toutes les expériences que nous avons vécues, traitées par notre esprit pour établir des règles qu'ils considèrent comme étant la vérité. Les magiciens, ils exploitent ces raccourcis du cerveau, ces raccourcis de l'intuition et surtout ces failles que nous avons tous en commun pour mieux réussir à nous surprendre. La fin d'un tour de magie, ce n'est pas ce que notre intuition avait prévu, du coup, on est bluffé. Là, pour la suite, comme tu sais, c'est la vidéo sur les trucs un peu contre-intuitifs et il y a un truc qui est hyper contre-intuitif, c'est le bonneto. L'idée, c'est que tu prends par exemple une rouge et deux noirs, tu vois. Tu dis la carte gagnante, c'est la rouge, par exemple. Donc, je mets la rouge au milieu. Là je ne te fais pas le tour, hein, c'est juste pour expliquer ceux qui ne connaissent pas, mais tu as une noire. Ici, tu as une rouge. T'as la rouge, et il te ferait ça, tu vois, il dirait où est la rouge par exemple. Et allez. Moi j'ai suivi, elle est là. Elle est exactement pas là, tu vois, ça va très très vite le bonneto. D'accord. Et bien voilà, ça c'est la même chose mais sans gobelet. J'étais sûr de moi. Ouais, je sais, c'est normal. Je peux essayer? Ouais, vas-y. C'est bon, t'as suivi? Non, mais je sais pas encore où est la rouge. Ah, tu t'es pas montré? Non. Elle est là. Ok. C'est si nul. Alors? Mais même là, je crois que je l'ai. Ah non, putain. Tu vois? Alors en fait, pourquoi ça marche contre notre intuition? Parce que ça exploite certaines failles de ce que tu crois avoir perçu et ce que tu crois voir comme logique. Tu vois, les passes très classiques, là, tu as la rouge, la noire et la rouge, ok? Ici, au milieu, on met la noire, ok? Je peux vérifier? Tu vérifieras que c'est faux. Oui, déjà. Et C'est très fort. Ce qui est fou, c'est que là, je t'ai mis l'attention dessus, mais si on n'en avait pas parlé, si on avait fait ça juste en discutant comme ça, t'as pas forcément de doute pour le cerveau, parce qu'elle est vraiment là.
Et pourquoi ça fonctionne en contre-intuition, je te le dis à la fin, dans quelques secondes. Ok. Je vous en parle, mais juste après. Tu sais pourquoi? Vas-y. Pour qu'il reste. C'est fort ça. Je te fais un bonto hyper contre-intuitif, mais rapide quand même. On joue contre l'intuition. D'accord. Donc méfie-toi de ton intuition. On met la carte noire au milieu. Déjà là. Ton intuition te dit il a triché, Ouais. ok? Mais elle est au milieu, Eh oui, d'accord? d'accord. Et là, du coup, ton intuition te dit de me faire confiance. Non. Mais en fait, j'ai Jamais. déjà retourné. Elle est toujours Ah au bon milieu. Mais oui, Quand bah là, maintenant. Je te le refais en plus long. Je te mets une rouge au milieu, ok? D'accord. Ton intuition te dit quoi là? Elle est à l'envers par rapport aux autres cartes. Oui, elle est à l'envers. Ça, Oui. c'est bon. Ok. C'est ce qu'elle- Ok. Mon intuition, elle est basique. Hein. Ok. Mais ouais, elle est basique. Par Ok. contre, ton intuition devrait se fier à la règle de départ de la carte noire est toujours au milieu. Ok? Donc en gros, tu as une rouge et deux noires. Non, deux rouges et une noire. Attends, t'as un problème avec ça? En fait, tu as une carte noire, deux cartes noires, J'ai trois cartes l'intuition noires. que tu es en train de m'arnaquer là. Donc tu as trois cartes noires. Ouais, c'est bon. ok. Sur le dessus, tu as donc Noir. une rouge. Mhm. Sur le dessous, tu as Ouais. Une carte. une carte. Ouais. Et au milieu, tu as la rouge. Ok? Et là, ton Il n'y a intuition. plus de noir là. Si. Et ton intuition te dit, elle est toujours au milieu. Mais D'accord? non, mais j'ai vu, il n'y avait que des rouges. Non, non, là, il y a une noire. Non, mais Attends, mais si la noire, elle t'embête, je l'enlève et c'est réglé. Comme ça, il nous reste deux cartes. Oh, un 4 et un 6. Ok? Là, ton intuition, elle dit, non, mais si, il y a deux cartes. Et ton intuition de départ te rappelle qu'au départ, il y a une carte noire Bien sûr. au milieu de deux cartes rouges. Ok. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Un pento. Un pento. Voilà, c'est faible, hein. C'est Ça- pas très fort. C'est pas mais- très fort, mais c'est Tu peux trouver la contre-intuitif carte aussi. Hein. Laquelle, si c'est là, c'est Ouais, bon, c'est mais là, après, c'est je sais bon. pas. Non, c'était juste Ok, trouver la d'accord. carte. Comment fonctionne ce truc? C'est quand même fou, mais ton cerveau, en fait, il fait une impression rétinienne de cette forme-là. Et il se dit, ok, ça, c'est la logique. Il fait ça, mon cerveau? Ouais. Ok. Ah ouais, c'est la logique, c'est la règle. Ok. Ça veut dire que si on retourne tout, ça doit avoir la même forme, c'est logique, c'est la règle. En vrai, si on retournait sans rien bouger, sans manipulation, on devrait être dans cet état-là. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? C'est dire, notre cerveau, il préfère une figure qui est fausse, il se dit ça c'est vrai, plutôt que la vraie figure qui ferait ça, où il se dit non mais là c'est faux, c'est pas bon en fait. Quoi, tu vois. Dans les années 1900, Arthur Good, alias Tom Tit, proposait des expériences en tant que magicien scientifique. Son but, c'était d'émerveiller les gens pour les amener à s'intéresser aux sciences et à essayer de les comprendre. Il voulait perturber leur confiance en leur intuition pour aiguiser leur esprit critique. Depuis toujours, les magiciens s'intéressent à l'intuition spontanée du cerveau. Et même s'ils ne sont pas chercheurs ou scientifiques, leurs expériences nous sont toujours profitables. Le moment où notre sens de l'interprétation pose réellement problème, c'est dans le traitement de plusieurs données en même temps. Le plus fréquent d'entre eux vient de notre interprétation des statistiques, comme on peut en avoir par exemple par les médias. On a beaucoup vu ça ces derniers mois, toi-même tu sais. Sommes-nous vraiment capables d'interpréter des statistiques? Pierre Cross, C'est moi. de la chaîne Pierre Cross. Ouais, exactement. Et Pierre Cross Volume 2, j'ai deux chaînes. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu m'invites en tant que Pierre Cross ou en tant que Pierre Cross Volume 2? En tant que Pierre Cross volume 2, parce que c'est moins cher. Ça va. À ce J'avoue, jour, c'est beaucoup moins cher. Est-ce que tu connais l'illusion de corrélation ou le biais de corrélation d'ailleurs? Ouais, c'est bon. C'est un truc, ça va, tu maîtrises? En vrai, ce sont des Faut le statistiques. mettre comme ça. Ouais, bien sûr, tu es bien dans le champ, c'est parfait. Ça a été un truc découvert en 67 par Chapman et Chapman. Et ils se sont aperçus que, en vrai, on n'est pas capable avec notre cerveau de lire des statistiques. Tu vois, on n'est pas capable d'avoir les Non, bons résultats. Pourquoi ils nous insultent? On n'est pas capable de les comprendre. Non, non, moi je peux. Tu vois, ça, c'est deux courbes de deux choses différentes. Ouais. Il y a une corrélation à 95%. Est-ce que tu penses que ces courbes sont liées, que l'une impacte l'autre? Alors, je pense que tu essayes de me faire dire Que oui. que non. Que oui, Que peut-être. mais que c'est non et que finalement c'est oui. Donc pour toi, c'est oui au final. Et en fait, tu essaies de me faire dire oui, mais c'est non. Donc toi, là, c'est ton dernier mot, c'est non? Ouais, c'est non. Sûr? Les deux courbes ne sont pas liées. Et c'est vrai, elles ne sont pas liées, cher Cross, parce que sinon l'intérêt de cette vidéo se perd Bien complètement. sûr, j'ai bien compris. Donc la courbe verte, c'est l'importation de pétrole aux États-Unis Mais en depuis fait, la c'est- Norvège. Et c'est mis en corrélation avec le nombre d'automobilistes décédés en se prenant un train dans la gueule. D'accord. Sur Donc les- quasiment rien à voir, sauf si le train transporte des barils de pétrole venant de Suivi la par Norvège. des petits malfrats en voiture qui veulent le voler et qui du coup n'évitent pas le train. Donc année par année, on prend les chiffres, on les compare et on s'aperçoit qu'à 95% ça se suit. Et ça c'est hyper fort, c'est le genre de truc qu'ont démontré Chapman et Chapman, c'est-à-dire que là, ok, on sait que ça n'a vraiment rien à voir, mais si je te mets, je sais pas moi, une maladie en ce moment
et un médicament lambda qui se mettrait en ce moment, on pourrait tirer des conclusions en se disant c'est sûr ça marche, mais on n'a pas assez de D'accord. données pour juger nous autres qui ne sommes pas spécialistes. Donc le Mais mieux c'est de se tu taire. mets le petit schéma là aux infos et tu peux faire croire un peu ce Ouais, que tu veux. c'est ça, ouais. En fait, j'en ai plein d'autres des comme ça qui sont très cool. Là, j'ai le nombre de... C'est très cool, les gens décédés par noyade. Par noyade, après de tomber d'un bateau de pêche, parfait. Tu vois? Ok, pardon, j'ai Merci. rigolé alors que franchement, je Non, mais compatis vraiment c'est le pour eux. Kentucky qui t'a fait rire, je crois. En plus. Ton lait, Parce il- qu'en plus, comme c'est l'état du KFC, je me Oui, dis, c'est vrai. moi j'imagine les mariages dans les KFC. Toi, t'as vraiment beaucoup de références liées à la nourriture quand même, j'ai Au remarqué. poulet, souvent. Donc, plus il y a de gens qui se marient dans le Kentucky, on peut le voir, hein, plus on a de personnes décédées de noyade après être tombées d'un bateau de pêche. Moi, c'est plus l'inverse que je vois. C'est Ah. plus il y a de personnes décédées de noyade, plus les On gens se au dit, Kentucky. on repeuple le Voilà, Kentucky. exactement. On va aller un peu plus loin, Pierre. Il y a 1314 personnes, des femmes exclusivement, qui ont été suivies pendant 20 ans. Parce qu'on voulait, c'est une vraie étude, hein, on voulait voir lesquelles avaient le plus gros taux de mortalité. Est-ce que c'était chez les fumeuses ou chez les non-fumeuses? Et là, je te présente ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson. C'est le résultat final qui va contre ton intuition sûrement, puisqu'on voit que les Attends, c'est fumeuses quoi meurent moins. C'est le taux de mortalité après 20 ans. Combien d'entre elles sont mortes après 20 ans? Et parmi ce combien d'entre elles, combien étaient fumeuses, combien n'étaient pas fumeuses? Mais au bout de 20 ans, ou après 20 ans, l'âge de 20 ans. Là, c'était. En fait, ils ont fait ça après 20 ans et ils ont suivi cette étude pendant 20 ans. Donc il y a plus de morts en non-fumeuses. Donc fumer, vraiment, la cigarette, quoi. À fond, à fond, à fond. Mais ça, c'est incroyable hein, de se dire, c'est ça les chiffres. Et le paradoxe de Simpson, c'est que si on prend maintenant les mêmes données tranche d'âge par tranche d'âge, donc c'est la même étude que ça. D'accord. On voit que sur les 18-24, c'est les fumeuses qui mouraient le plus. Sur les 25-34, c'était à peu près équivalent, mais c'était plus chez les non-fumeuses quand même. Et après, sur les 35-44, c'était largement les fumeuses. Ensuite, largement les fumeuses, largement les fumeuses, largement les fumeuses. Et là, c'est ce qui nous met dedans d'ailleurs. C'est à peu près équivalent, les plus de 75 ans. On s'est aperçu qu'au-dessus de 75 ans, à un moment donné, les gens meurent. D'accord. Parce que c'est 75 ans et plus. Quand tu regardes ça, tu te dis toujours c'est les fumeurs qui meurent le plus. Ok. Et pourtant, si on cumule toutes les données, ça donne ça, où tu as l'impression que c'est les non-fumeuses qui meurent le plus. Alors là, je l'ai pas. T'as pas le truc qui te permet de l'avoir. Le truc qui te permettrait de l'avoir, c'est de savoir combien de personnes ont été suivies dans cette tranche d'âge, combien dans cette tranche d'âge, combien dans cette tranche d'âge. Et le fait est que là, dans cette tranche d'âge, ils ont suivi beaucoup plus de non-fumeuses que de fumeuses. En gros, là je te donne des chiffres au pif, mais ils ont peut-être suivi 500 non-fumeuses tu vois, pour 15 fumeuses. Ok. Ok. Donc quand tu fais ça, ça nous fait le même truc, mais quand tu additionnes tous les chiffres, du coup ça fait exploser les non-fumeuses qui sont mortes, parce qu'elles étaient beaucoup plus présentes ici que ici. Mais quand tu vois un truc comme ça apparaître dans la presse, ils vont te dire c'est des vraies données, ça a été vérifié, Par contre, ça doit être etc. un gros journal parce que si ça, Alors, c'est juste une page, On a découpé les pages. ça c'est juste l'article. C'était l'article. D'accord, Et, ouais. et ça s'appelle le paradoxe de Simpson et je vais vous expliquer un peu plus longuement comment ça Ouais. fonctionne. Je pourrais regarder la vidéo parce que je n'ai pas tout capté. Je te l'envoie après par Ok, SMS. merci. Ce que nous venons de voir s'appelle le paradoxe de Simpson. Pas Homer évidemment, mais bien Edward Simpson, un statisticien qui en 1951 a démontré nos conclusions intuitives erronées vis-à-vis des statistiques. Depuis, on appelle ça le paradoxe de Simpson. Voici une expérience simple qui vient d'une vraie étude. Un exemple simple venant d'une vraie étude montre que sur ces deux traitements pour les calculs rénaux, l'un est efficace à 79% alors que le deuxième l'est à 83%. Et pourtant, les chiffres sont justes, mais vous auriez peut-être intérêt à opter pour le premier traitement. Car si on segmente les résultats avec d'autres critères, il s'avère que le premier est efficace à 93% pour des petits calculs contre 87% pour le deuxième. Et le premier est efficace à 73% contre les gros calculs, contre 69% pour le deuxième. Voilà le paradoxe. Si on segmente les résultats, alors le premier traitement est toujours plus efficace que le deuxième. Mais si on fait la synthèse des résultats, alors on a l'impression mathématique qu'au final, le deuxième traitement est le meilleur. Pourquoi ça fait ça ? Parce que le premier traitement a été utilisé sur 87 personnes pour les petits calculs rénaux, contre 270 personnes pour le deuxième traitement. Maintenant, prenons en compte que ce sont les calculs les plus faciles à soigner. Et inversement, le premier traitement a été utilisé sur 263 personnes pour les gros calculs, contre seulement 80 personnes pour le deuxième traitement. Et ce sont les calculs les plus difficiles à soigner. Comme le total final a été calculé avec tous les cas et non pas une moyenne des deux statistiques que je viens de vous citer, alors on a une inversion des résultats, c'est ce qui conduit
au paradoxe. Attention, c'est à vous. Dans quelques instants, je vais mettre votre sens intuitif à l'épreuve. Je vais vous poser 6 questions, mais faites attention. Parmi elles, il y en a qui sont cachées et qui ont une réponse un peu contre-intuitive. Je peux buzzer sur le cerveau? Ouais, sans problème. Ça, c'est quoi? Ça. Vas-y. Question, vas-y. Ok, question numéro 1. C'est la plus dure et je vous l'expliquerai qu'à la fin. Un agriculteur a 100 kg de pommes de terre chez lui. Déjà, bravo, parce qu'il bosse tout seul. Ouais. Et ça, c'est tous les jours qu'il fait 100 kilos? Il y a 100 kg de patates, elles sont composées à 99% d'eau et 1% de matière sèche. Il les laisse, il attend un peu, l'eau s'évapore un peu, du coup, elles sont composées à plus que 98% d'eau. Et du coup, quel est le poids des patates au final? Mais il y a toujours 100 kilos. Étaye ton propos. Bah là, c'est le pourcentage qui a bougé. Mais ça ne veut pas dire que la masse, elle a bougé. Je sens que c'est ça, mais je ne sais pas l'expliquer en fait. La pomme de terre. Putain, tu te transformes en Vérika. La pomme de terre n'a pas changé de poids. 2 de matière, mais les 2% de matière sont égales à 1 kg du début. Parce que eux n'ont pas bougé. Donc ça fait plus que la moitié, non? C'est pas ça? Un truc comme 50 kg? C'est exactement ça. Ok. Bravo. Bravo, Pierrot. Et les explications, je vous les referai mieux à la fin. Non, elle était bien là. Quelle est la ville la plus au sud entre New York et Rome? Tu vois, là aussi, dans tes intuitions, tu connais la géographie. Bah alors, je vois que tu essaies de me faire. Attention, il n'y a pas que des réponses contre-intuitives, j'ai dit. Et là, j'ai bien compris que c'était encore un tour de manipulation, un tour de passe-passe. Je dirais que c'est New York le plus au sud. Exact. Correct. Je ne sais pas si vous l'aviez aussi, mais alors ça se joue à pas grand-chose. Là, vous voyez peut-être une image à l'écran qui vous fait voir, mais c'est bien New York qui est légèrement plus au sud que Rome. Ok, question numéro 3. Will Smith est-il plus vieux ou plus jeune que l'oncle Phil à l'époque de la série? Will Smith fait quand même très jeune physiquement alors qu'il commence à être vieux. Donc je pense que Will Smith actuellement est plus jeune que l'oncle Phil à l'époque. Eh bien, Will Smith est plus vieux. Oui, c'est ça. Ah ouais, mais oui, c'était. alors, Tout mon chemin de pensée. C'est juste que je me trompais de mot. Non, c'était tout, s'il te plaît. C'était tout mon chemin de pensée, c'est juste que. Quatrième question. On est sur un sans faute du Crossos. Allez. Est-ce qu'il est possible, c'est un oui ou non, qu'au moment de ta naissance, tu aies été la personne la plus jeune de la planète? Est-ce que quelqu'un qui est né prématurément, il est plus jeune que quelqu'un qui est né normalement au bout de 9 mois? Non, tu nais à 0. J'ai pas envie de commenter cette logique. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 0 secondes. Bah, tu parles déjà, ce qui est quand même assez prometteur pour le futur. J'ai 0 secondes. Actuellement, personne n'a moins que 0 secondes. Donc ta réponse est oui? Ouais. Ouais. C'est ça? C'est juste, ouais. C'était juste drôle de mettre des questions comme ça à un moment donné. Question numéro 5. Quand Star Wars est sorti, on guillotinait encore des gens en France. Vrai ou faux? Je pense qu'on s'en servait plus, mais que jusqu'à l'abolition de François Mitterrand, qui arrive au pouvoir en 81, je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a aboli parce qu'il a un peu bossé sur le projet avant, et je pense qu'il y avait encore la guillotine qui était dans les textes, mais plus utilisée. Ok, donc c'est faux. Pour le coup, elle était dans les textes, mais on s'en servait. Ouais, c'était en 77 la dernière fois qu'on a utilisé la guillotine après la sortie de Star Wars. C'est ouf ou pas? C'est pas gentil ça. Bah, c'est surtout, c'est pas longtemps. T'imagines, moins de 10 ans avant ta naissance, on coupait encore des têtes en France. C'est triste. Tu vois? À quel moment il y a la plus grande distance entre Cléopâtre et l'iPhone ou entre Cléopâtre et les pyramides? Et là, tu te dis, ouais, mais là, il veut m'avoir parce que nanana, mais en même temps, comme c'est la dernière question, je sais pas, et en même temps, je sais pas, je te laisse réfléchir, je vais boire un coup. C'est bon, moi j'ai ma réponse. T'as ta réponse? Ouais, j'ai ma réponse. Bon, bah je dirais quand même Cléopâtre pyramide, contre-intuition. Donc toi, tu dis qu'il y a plus de temps entre le début des pyramides et Cléopâtre qu'entre Cléopâtre et l'iPhone? Bah oui, parce que là, sinon, ta question est naze, sinon. Tu vas sur ton choix? Ouais. Ok, t'as raison. Il s'est passé plus de temps entre le moment où on a commencé à construire les pyramides et Cléopâtre, contre Cléopâtre, techniquement, sur une frise historique, elle est plus proche de l'iPhone que des pyramides. Voici donc des réponses contre-intuitives. Parce que notre cerveau ne prend pas en compte toutes les données, mais des sensations de données. Pour cette histoire de pommes de terre, il fallait non pas se concentrer sur la matière humide, l'eau, mais sur la matière sèche, qui, elle, a un poids qui ne change pas dans le temps. Au départ, on avait 100 kg de pommes de terre pour 1% de matière sèche, donc il y avait 1 kg de matière sèche. À la fin, il y a 2% de matière sèche, ça fait toujours 1 kg. Alors avec une simple règle de 3, on sait qu'il reste 50 kg de pommes de terre. Et le pire, c'est que même en le comprenant et en le calculant, au fond de nous, ça reste perturbant comme résultat.
On a vu plein de raisons de nous méfier de notre intuition, même avec des choses aussi simples que la gravité. Mais en creusant sur le sujet, j'ai découvert des trucs encore plus contre-intuitifs. En fait, ça va au-delà du contre-intuitif. Au-dessus, c'est ce que vous allez voir. Voici une expérience de physique amusante, contre-intuitive. Si je pousse fort ce pendule, qu'est-ce qui va se passer pour tout le reste d'après toi? Qu'est-ce que ton intuition te dit sincèrement, sans penser à essayer de te dire « Attends, on est dans du contre-intuitif, donc ça va faire ci ou ça ». Ils vont se synchroniser. D'accord. Alors, première hypothèse, ils vont synchroniser. Et j'ai une deuxième question. Lequel des deux s'arrêtera en premier, d'après toi? Alors, s'ils sont synchronisés, ils s'arrêtent en même temps, non? Par définition. Donc, ils vont synchroniser et s'arrêter en même temps. Ouais. Voici ce que nous dit Pierre. Je te propose de le prendre et de le jeter un petit peu. Je peux prendre celui-là ou ça changerait? Ça change quelque chose ou... Ça change parce que c'est pas ce que j'avais prévu dans ma tête. D'accord. Mais je vois bien que c'est très personnel. Donc, du coup, tu peux le faire. Ok. Tac. Ça peut faire tomber ça les pieds. bouge bien. Ok, alors est-ce qu'ils vont se synchroniser? C'est la première question. Eh bien, lui s'est arrêté complètement. Mais il repart. Ça reprend. Ah, et ça fait un mouvement perpétuel? Et en fait, lui s'est s'arrête. arrêté complètement. Mais il va reprendre. Et en fait, il se transfère l'énergie comme ça. Mais attends, est-ce que ça s'arrête un jour? Non, et on vient de solutionner le problème énergétique mondial. Ça va s'arrêter parce qu'en fait, dès que tu as un mouvement, il y a une dépense d'énergie, de chaleur, de friction, etc. qui fait que ça ne peut pas être perpétuel. Mais en soi, s'il n'y avait pas de frottement, s'il n'y avait pas de perte d'énergie, ça continuerait éternellement. Tu sais que la formule du poids, c'est P égale mg? Je te trouve de plus en plus intelligent. J'aimerais bien qu'on m'appelle Pierre Cross, s'il vous plaît. Ça pour le watch time, c'est excellent. Surtout que la fin est folle. Ah ouais. Tu vas voir qu'à la 7e minute… Ça va vous surprendre. Maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus ludique, Pierre Cross. Ah, ça, c'est déjà très bien pour moi. Écoute, on va faire des bulles. Ouais, on va faire des bulles. Oublions ça. Faisons des bulles. Une nuit dans une pièce remplie de bulles. Oui. Ok. Ok. Pour faire des bulles, Pierre, il nous faut de quoi faire des bulles. Tiens, je te laisse décapsuler et tu mets là. Non, bois surtout pas. Ça fait des bulles, Pierre? Ouais. Ok. En gros, d'après toi, si on le trempe entièrement, si on trempe toutes les faces dedans, ça va être quoi la forme finale de la bulle? C'est-à-dire comment va se mettre le savon sur cette structure qui est un quadrilatère de forme carrée? Écoute-moi bien. C'est censé C'est passif-agressif. rejoindre tous les sommets. Ça va faire. Techniquement, en vrai, je peux te dire que dans le résultat final, tous les sommets sont effectivement… Ça va faire côté, mais à l'intérieur, il va y avoir des… aussi ça, je pense. des diagonales. Des diagonales. On tente? On tente. Comme on ne peut pas le mettre en entier, tu le tournes délicatement sur toutes les surfaces. Et en fait, ça fait les diagonales dont je te parlais, Et voilà. mais pas les côtés. C'est incroyable ou pas? C'est magnifique. Tu as un cube au centre. Là, c'est vide après autour. C'est fou! Et ça, c'est en suspension totale. C'est en suspension totale. Et en vrai, c'est parce que le savon cherche à utiliser le moins de surface possible pour toucher tous les côtés. Je te fais la tête pour la miniature. Et je rêvais de le faire, donc j'ai écrit toute une vidéo prétexte à le faire un jour. Du coup, avec la pince. Ouais. Non, c'est parce Non, qu'en fait, il faut que la surface, elle soit… Et voilà. C'est beau. Bravo, Bonne Pierre expérience. Cross. Monsieur Pierre Cross, c'était un plaisir de nous avoir avec nous. Merci d'être venu faire ces expériences toute la journée. Merci avec Fabien, moi. merci de me recevoir. Merci à toute la chaîne Fabien Olicard d'ailleurs. J'ai Parce qu'on pense que c'est qu'une seule tête. Mais il y a énormément de monde derrière tout ça. énormément de monde. Merci à toute l'équipe. Merci Pierre. Merci à toi. Contrairement à ce que croyait notre intuition, la nature ne cherche pas à faire joli ou à remplir quoi que ce soit. Au contraire, elle cherche à utiliser le moins d'énergie possible en minimisant au maximum les surfaces qu'elle utilise pour la bulle. En y réfléchissant, on comprend que le moyen le plus simple de relier plusieurs villes entre elles n'est pas de relier chaque ville à une autre ville, mais bien de faire partir un chemin de chaque ville qui va se rejoindre en un carrefour commun. C'était logique, mais pas intuitif. Merci à toute l'équipe pour ce nouvel épisode. Merci à Fanny à la production, à Loïc à la réalisation. Merci aussi à Pierre Cross avec qui je fais des enquêtes de couple approximatives sur sa chaîne. Je vous invite à regarder ses vidéos, le lien vers sa chaîne est dans la description. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et tous les anciens épisodes sont dans la description. Alors, sommes-nous condamnés à subir nos mauvaises intuitions? Faut-il au contraire les écouter? Existe-t-il des systèmes pour empêcher notre cerveau de faire les mauvaises hypothèses? Vous aurez la réponse à ces questions et à bien d'autres dans les prochains épisodes de Matière Grise. À très bientôt. Ciao!